Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la seconde partie de cette interview de Laurent Tsafou. Et alors le cheminement d'Elikia, donc ton héroïne, est parsemé d'embûches. Il y a la jeune fille qui devient femme, il y a l'apprentissage spirituel. C'est un parcours d'endurance aussi. Donc en fait, tu souhaitais que ce soit une sorte de parcours initiatique, mais dans lequel puissent se retrouver aussi des jeunes femmes d'aujourd'hui, même si évidemment on est dans un univers fictif. Oui, complètement, parce qu'il y a aussi, c'est ça, c'est toujours en fait cette envie aussi de donner l'espace à un personnage comme Elikia aussi de se trouver, c'est-à-dire que ce soit dans justement sa recherche par rapport à elle-même, par rapport aussi à ses choix, par rapport au fait aussi de se retrouver seule dans un milieu qu'elle ne connaît pas, de chercher finalement à acquérir aussi une certaine assurance sur qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans mes baskets et qui fait que je fais mes choix en connaissance de cause, etc. Oui, parce qu'elle tâtonne, et puis tu lui mets beaucoup d'embûches, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. C'est ça. En elle, quoi. Et ça, c'était important pour moi, justement, de montrer une héroïne qui galère, en fait. Parce que c'est quelque chose qui est finalement très proche de nous, aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec Elikia à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de comprendre aussi un peu les enjeux. Quand Elikia se retrouve parfois dans une salle avec des personnes extrêmement puissantes et vulnérables, comment elle gère cette vulnérabilité-là, comment aussi elle assume en fait aussi, elle sait que c'est là et parfois en fait même si c'est dur pour elle de gérer en fait ces émotions-là et ces étapes-là, elle sait aussi reconnaître quand en fait elle en a marre et qu'elle se sent un peu en marge et que finalement elle se sent aussi un peu dépassée par ce qui l'entoure, mais elle s'accroche et elle est très courageuse quand même. C'est ça, elle s'accroche et elle lâche pas. Elle lâche pas et surtout elle grandit. Et c'est vrai que je pense que c'est important pour moi de montrer aussi une femme noire qui grandit dans un contexte en fait de survie. Dans un contexte de survie, alors ça existe déjà, il n'y a rien d'innovant, mais c'est vrai que pareil, dans certains retours que j'ai vus, etc., il y a beaucoup de gens qui ont juste vu une jeune femme qui grandit sans voir en fait que ses choix en fait répondaient en fait à un contexte de survie en fait, dans un monde où en fait voilà il y a des monstres, enfin voilà, donc j'avais envie, oui, je pense que j'avais envie aussi de laisser place à un personnage comme elle. Qui n'a pas toutes les réponses, qui va faire des choix parfois qui sont pas les meilleurs, et qui va aussi... Oui, elle tâtonne, ouais, voilà. comme on tâtonne souvent dans la vie. C'est ça, et oui. Mais tu vois, c'est aussi intéressant parce que c'est aussi peut-être parce que c'est la première fois que je sors un roman, du moins un roman avec la visibilité que j'ai aujourd'hui, mais j'ai parfois l'impression que les gens sont plus soucieux de voir justement une histoire qui soit des choix qui soient plus parfaits, plus raisonnés, etc. Alors qu'en fait c'est ça la vie et le réalisme. Oui. Donc des fois j'ai l'impression en fait de payer un peu le fait d'avoir fait une héroïne trop réaliste parfois. On me reproche un peu pourquoi elle n'a pas fait plus ça que ci que ça, parce qu'en fait elle est humaine comme nous-mêmes, quoi. Oui, mais puis l'histoire serait tout de suite finie, quoi, ouais, mais tu vois c'est très intéressant. S'il n'y avait pas tout ça. Oui. C'est intéressant à voir. Je découvre. Oui. Par les réactions de tes lectrices et lecteurs. Ouais. Et en fait, et c'est ça, c'est que même dans les échanges que j'ai eus avec des personnes qui aimaient beaucoup Elikia, c'est que je leur demandais, mais en fait, vous, dans vos vies aussi, vous avez fait des choix toujours raisonnés, toujours... et en fait, ça bouge toujours un petit peu, parce que les gens se réalisent que, oui, en fait, c'est ça la réalité, c'est ça le réel. Ben oui. Et page 160, tu écris pour la plupart des gens, la grande nuit était une période étrange et sans limite. Si le soleil avait disparu, alors tout était possible. Ils s'accommodaient de cette vie obscure tant qu'ils restaient chez eux, entourés des leurs. C'était plus rassurant pour eux de s'accrocher à un semblant de routine que d'envisager un monde plus vaste que leur quartier. Sans s'en rendre compte, ma génération avait scellé cette résignation collective. Et je me suis demandé si là on était complètement dans la fiction ou si c'était inspiré un peu de tes observations du monde réel. Ouais, un petit peu.
un petit peu. Après, je suis pas une grande sage, hein, mais, mais oui, je pense en fait, c'est surtout ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a quand même le parcours d'Elika qui est mis en miroir avec celui de sa mère et de sa grand-mère, et du coup qu'on a 3 générations de femmes noires qui ont vu le soleil, ont vu sa disparition et ont vu du coup la grande nuit, et donc cette notion d'héritage, quand Elika se retrouve du coup face à sa mère qui essaie de la convaincre que c'est important de faire revenir le soleil, Elika ne comprend pas vraiment l'intérêt en fait. Et si elle n'avait pas eu, par plusieurs facteurs et par la force des choses, sans spoiler, été forcée en gros de considérer en fait qu'il y a un besoin en fait pour de ramener le soleil, elle aurait partagé en fait cette résignation qui est en fait je vois pas qu'est-ce que ça change à ma vie en fait. Je vois Oui. pas en fait pourquoi je devrais justement me penser comme un sujet faisant partie d'une cause plus grande, etc. Et c'est évidemment en miroir avec pas mal de mouvements collectifs aujourd'hui où en fait les gens souvent, je pense, attendent d'être touchés par quelque chose ou par ouais ou par d'être sensibilisé en fait pour sortir en fait d'un certain immobilisme, ce qui est très humain, hein, ce qui est très humain, euh, mais qui du coup rend parfois plus confortable le fait de ne rien faire et d'être spectateur en fait, parce qu'effectivement une fois qu'on commence à se dire je veux me penser comme ouais, comme sujet politique en faisant telle ou telle action à mon échelle ou dans un groupe ou dans une association, etc., etc., on se confronte aussi à une réalité qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus... Et ça aussi, Elika le découvre par son parcours. Elle comprend aussi que... Enfin, il y a des fois où elle se dit, mais j'essaie de penser à la vie que j'aurais eue si je n'avais pas pris connaissance, en fait, de l'invisible. Et ça aurait été beaucoup plus confortable. Et oui, la facilité. C'est ça. Alors, page 196. Ta génération ne connaît que le tourisme virtuel. Il est devenu si difficile et cher de voyager qu'on vous a fait croire que vous pouviez visiter le monde depuis vos écrans, du moins si vous aviez l'argent pour. Mais au temps du tourisme physique, la Caraïbe était parmi les endroits les plus recherchés, notamment pour son climat ensoleillé. Quand la grande nuit s'est abattue sur le monde et que les enchères aux lieux désobscurcis ont commencé, la Caraïbe était en tête de liste. L'oracle a veillé à en faire une sorte d'Atlantide, un endroit inatteignable pour le commun des mortels. Et un petit peu plus loin, tu écris « Mais Yander, lui, se montrait particulièrement critique sur les visites virtuelles offertes en ligne à cause des dérives qu'elles avaient entraînées. Beaucoup d'humains s'étaient renfermés sur eux-mêmes, choisissant de se plonger dans ces vies virtuelles pour ne pas avoir à affronter la dureté de leur quotidien sous la grande nuit. » Donc là aussi, ce n'est déjà plus de la science-fiction avec le métaverse que nous promet Mark Zuckerberg, Exactement. qui est déjà prêt et qui est en train de se mettre en place partout. Donc c'est un peu ce qui nous attend. Donc tu as employé ce mot de métaverse au début de l'interview. Alors je te relaisse la parole pour développer sur cette partie. Oui, en fait, c'est vrai que, alors, dans le contexte de nos jours brûlés, on est quand même face à une population qui, du jour au lendemain, en fait, perd tous ses codes. Et donc, même si l'histoire se passe 20 ans après l'apparition de la nuit, il faut comprendre qu'en fait, le monde extérieur, c'est-à-dire hors des villes, est redevenu sauvage, en fait, pour les humains. Donc, il y a vraiment... il y a vraiment en fait cette idée que l'humain doit trouver les ressources pour repartir à la découverte de ces espaces-là. Donc dans nos jours brûlés, il y a ce qu'on appelle les chasseurs, donc des personnes commanditées pour justement aller explorer justement les zones qui ont été colonisées par la nuit, par donc sa faune, sa flore toxique, etc. Enfin, il y a tout un monde qu'il faut redécouvrir et donc qui casse complètement toute connaissance pleine des humains par rapport en fait à la nature et au monde qu'ils connaissaient et en fait à leurs environs. Et le rapport de domination est inversé. Et c'est ça complètement. Et en fait la nature en fait est redevenue sauvage à un point où en fait l'homme est de nouveau une proie. Donc en fait il est menacé. Il est menacé. Oui, c'est angoissant même, c'est un peu anxiogène certains passages. Tes descriptions sont tellement précises de cette des arbres, il ne faut pas toucher les troncs parce qu'ils sont tellement acides que voilà, enfin, il y a tout un tas de choses qui nous montrent bien le contexte. C'est ça. Et en fait, du coup, oui, il y avait un peu cette... Donc,
d'un point de vue juste logique, face à un monde finalement que l'homme ne contrôle plus et ne connaît vraiment plus, Oui, on se retrouve en fait dans cette idée qu'il est plus facile finalement de rester dans le confort en fait et de ne pas prendre le risque d'être en danger vraiment oui. en sortant du périmètre que l'on connaît. Et puis surtout, en fait, comme on s'évade, on est dans une ère hyper technologique aussi dans nos jours brûlés. Donc, le monde virtuel s'inscrit encore plus comme étant la seule échappatoire pour s'évader en fait du quotidien. Et en fait, c'est ça, c'est que pour la génération des Lycas, c'est la seule notion de tourisme en fait qu'ils connaissent. Donc ça remplace même Oui. pas. Pour eux, c'est ça en fait faire du tourisme. Ouais. Donc il y a vraiment là encore la notion de réel est différente entre ces différentes générations là. Ouais, j'avais vraiment envie parce que c'est vrai que Elika est du côté enfin, passe pas mal une bonne part de ses aventures du côté de l'invisible, mais du côté du visible, c'est tout aussi dangereux finalement. En fait, on a une humanité qui est forcée d'être repliée sur elle-même et où le seul moyen de partir à l'aventure d'aller un petit peu sillonner en fait les environs dans l'obscurité sans lumière, etc., ne peut être fait que si on a les moyens de le faire. Donc, encore une fois, on souligne un peu les écarts de Oui. mode de vie, quoi. Donc en fait, j'avais une question aussi par rapport à quelque chose qui m'a touchée au fur et à mesure du livre, c'est qu'il y a donc ces descriptions très précises qui peuvent être anxiogènes et voilà sur cet univers dystopique, tout ça. Mais le revers de ça, c'est que tu nous fais bien comprendre, tu nous fais bien prendre conscience aussi des belles choses qui peuvent disparaître et de tout un tas de choses qui nous semblent normales d'avoir sur cette planète et qui ne sont plus. Tu décris les choses qui ne sont plus. Mhm. De fleurs, de Là, de couleurs, vitamines ouais. qui ne sont plus Ouais. dans les plantes. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de ne pas simplement être sur la partie description négative, mais de nous amener à prendre conscience des belles choses que l'on a encore, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, je pense aussi que je voulais questionner un peu la notion d'acquis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est quand même assez présent en fait dans la fiction spéculative, mais en tout cas, cette idée que même pour Ilikia ne sait pas ce que c'est forcément une pomme en fait. Elle sait ce que c'est une pomme touchée par la nuit, donc avec un peu pourrie sur les côtés, avec voilà, des espèces de veines violettes. Enfin, ouais, on a toute une faune qui justement a incrusté et contaminé du coup des fruits et des légumes que l'on connaît aujourd'hui. Et du coup, voilà, souligner même l'ignorance d'Elika par rapport à certaines couleurs, parce qu'elle n'a connu que l'obscurité et du coup que des lumières éclairées par et des couleurs éclairées par des lumières artificielles. Donc en fait, il y a des teintes qu'elle ne connaît pas en fait et qui sont juste reconstituées ou présentes dans des archives en fait, mais qu'elle ne vit pas, qu'elle n'a pas dans son quotidien. Ouais. Et ça aussi, c'était hyper intéressant de développer tout ça parce que pour moi, outre l'aspect cinématique qui est souvent présent dans mes histoires, il y avait aussi cette volonté de, de construire aussi un réalisme, que ce soit aussi une expérience en fait pour le lecteur. Et en fait, c'est ça, montrer qu'au-delà du danger, c'est ça aussi en fait une part de l'héritage et du savoir perdu délicat. C'est le fait en fait de finalement s'inscrire dans une reconquête du soleil, ou du moins pour son retour, en faisant un acte de foi par rapport à une époque qu'elle n'a jamais connue, en fait. Donc, Oui. en d'autres termes, tout le monde lui dit que c'est super bien la vie où il y a la nuit et le soleil, mais en fait, elle ne sait pas en quoi. Donc, elle ne peut que espérer que, en tout cas, ce retour du soleil donne une vie, en tout cas, plus vivable que celle qu'elle connaît. Mais finalement, pour elle, c'est une forme d'idéal. Et encore une fois, c'était une manière de faire aussi un parallèle avec les idéaux politiques où, voilà, il y a toujours un peu cette tendance à parfois décourager, je pense, les plus optimistes en disant mais c'est totalement idéaliste votre proposition, Oui. etc. Mais en fait, L'utopie. voilà, l'utopie complètement. Mais en fait, ça sert de direction et puis surtout, en fait, si on ne fait pas ça, en fait, c'est le meilleur moyen de perdre ce qu'on a et de ne pas voir en fait ce que l'on possède déjà aujourd'hui comme Oui. richesse sur tous les plans. Donc c'est ouais, c'est important en tout cas pour moi
de capter le regard du lecteur sur ces détails-là. Et j'ai été très influencée par le travail de Jenny Odell, qui est une philosophe et artiste qui a écrit How to Do Nothing, et en fait où elle explique que aujourd'hui, donc dans une société qui est soumise en fait à des questions de productivité, de collectivité, ou même le fait qu'on ait du temps libre doit être rentabilisé par un hobby ou un side project ou voilà à nos réseaux sociaux, être présent, etc. Où finalement ne rien faire devient finalement un acte de résistance dans une société complètement traversée par par des injonctions de production. Euh, où on est obligé de poster aussi des stories, etc. etc. Et Quand je vois ce qu'on impose aux jeunes artistes dans le domaine musical aujourd'hui, ouais. avec cet esclavage des réseaux sociaux, il faut que sans arrêt, mais même si on brasse de l'air, mais il faut occuper l'espace. C'est ça. Enfin, quelle est la valeur là-dedans? Non, c'est juste occuper l'espace. C'est ça, occuper l'espace. Et du coup, en fait, elle expliquait que du coup, ne rien faire, c'est aussi... alors, elle l'expérimente elle-même en se disant que, évidemment, il y a aussi des questions de classe sociale qui rendent ça moins possible, finalement, de ne rien faire et de prendre du temps pour soi, etc. Mais du coup, quand elle se prête à l'exercice juste de se poser dans un parc près de l'université où elle travaille, elle se rend compte qu'elle remarque des choses qu'elle n'avait plus ni entendu ou plus remarqué depuis des années. C'est-à-dire, ça peut être le bruit des oiseaux, ça peut être des détails... Comme on a eu pendant le confinement. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est l'importance du regard. C'est ça aussi, en fait, que j'ai essayé de montrer dans ces petits détails, finalement, qui amènent finalement le lecteur à se dire « Ah oui, moi, j'ai ça, en fait. Je suis pas en 2049, mais en fait, j'ai encore des oranges. » Et c'est vrai que je prends ça... Apprécier. Voilà, apprécier. Vraiment apprécier. Et ça, c'est possible que si on prend le temps, en fait, de regarder ces éléments-là, quoi. Oui. Et dans cette quête très ambitieuse de ramener le jour sur cette terre, il y a un moteur très important qui leur permet de tenir malgré tout ce qui se présente pour les décourager, c'est l'espoir. Alors, quelques mots sur cet espoir auquel tu donnes un vrai rôle, un des rôles principaux quand même aussi dans cette histoire. Ah, c'est très dur d'écrire sur l'espoir, surtout dans une époque comme celle qu'on traverse et encore plus en période d'élection présidentielle. Mais justement, je crois que c'est aussi un défi personnel que de questionner en fait aussi le scepticisme délicat face à un espoir qui n'est pas le sien au début, un espoir où en fait qu'elle va peut-être vouloir suivre par curiosité et pas forcément tant par conviction, et voir aussi sa conviction se construire en fait pour cet espoir-là, voir aussi que parfois aussi l'image qu'elle a de l'espoir qu'elle a est peut-être différent de celui que les autres ont imaginé, confronter aussi la place qu'elle a face à cet espoir et donc face à ce collectif, des choix qu'elle va faire, notamment comme à la fin, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'elle est capable d'apporter face à cet espoir, qu'est-ce qu'elle est capable d'accomplir en fait en vue de cet espoir et de sa réalisation. Donc c'était très... j'espère vraiment que les gens qui liront ou ont lu Nos jours brûlés ont senti ça, en fait. Le fait que c'est compliqué et dur, en fait, d'avoir de l'espoir. C'est un travail de longue haleine, ça prend du temps. Il y a des jours où on n'en a plus, mais en fait, on a besoin de ces jours de découragement pour y revenir, finalement, aussi. Donc, c'est une sorte de cycle. Et c'est vrai que j'avais envie de symboliser ça à travers cette quête pour le retour du soleil et surtout à travers les yeux d'Elika qui finalement va être animée d'une certaine volonté mais qui se construit, voilà, qui n'est pas elle n'est pas élue, elle n'est pas... Oui, puis il y a des forces contraires très fortes. Il y a des forces... Mais on peut se retrouver aussi dans ce... Parce que là, ça passe par l'histoire des marques, de la marque et de cette force qui grandit en elle et en fait... On peut faire un parallèle avec nous, nos petits démons qui peuvent, avec lesquels il faut batailler complètement, aussi. Et qui en fait, et qui nous pousse aussi à nous demander du coup qu'est-ce qui relève vraiment de ma volonté et qu'est-ce qui relève en fait de quelque chose de très déterminé pour moi, qui fait que en fait je vais rester sur mes positions complètement. Oui. Donc oui, clairement la marque de Lika est l'allégorie de pas mal de choses, même si même si je pense que les gens facilement, alors il voit aussi le symbole de la différence, etc. Mais je pense qu'elle symbolise beaucoup de choses en même temps.
pas que la Oui. notion de différence. Je pense qu'il y a vraiment aussi bah voilà, comme tu le soulignes, la question de quel est un peu notre côté peu flatteur qui parfois Mm. nous barre la route et ferait en fait que les choses n'avancent pas et qu'on soit juste en fait qu'on ait envie de remettre nos œillères en fait un petit peu sur le Oui, monde qui nous oui, entoure puis quoi. elle s'est engagée dans une noble mission Mhm. qui concerne toute l'humanité. Et en fait, il y a cette force à l'intérieur d'elle qui, ça c'est quelque chose qu'on peut voir se reproduire, y compris pour des grands héros ou Mhm. héroïnes, que ce soit pour les droits civiques ou dans les C'est luttes pour ça, l'environnement. Quelquefois, il y a des personnalités qui sont très bien parties pour gagner des grandes batailles et qui en fait sont rattrapées par c'est ça. des démons intérieurs qui font que ça C'est foire, quoi. ça, c'est ça, Donc, c'est ça. Et en fait, je pense aussi que c'est pour ça que c'était intéressant, en tout cas pour moi, de m'être Elika entourée autant de personnalités aussi qui sont un peu fantasmées, que ce soit le rôle du dernier éclaireur avec Yander, qui est finalement très humain et très imparfait sur oui, plusieurs points, que ce oui, soit... même si au début, il n'a pas l'air très C'est sympathique, ça. mais finalement, bon, Que ce soit même le personnage de la prêtresse qui, du coup, à un moment incarne cette espèce d'espoir qui pourrait tout résoudre. Et en fait, il y a le oui, doute qui est semé au bout d'un moment sur, bah, en fait, est-ce que vraiment déjà elle est encore là et elle pourra nous aider? Est-ce que même elle va pas se retourner contre nous? Donc en fait, c'est ça. C'est montrer aussi que l'espoir, c'est beaucoup d'incertitude. Et en fait, c'est vraiment faire un acte de foi que de se dire, bah, en fait, je choisis de m'engager et de continuer à me dire que c'est possible. oui. C'est un beau message. Il y a plein de beaux messages, hein, en fait. On essaie. Et alors, donc, tu viens de terminer l'écriture du tome 2 de Nos jours brûlés. Est-ce que ça se termine avec le deuxième ou il y en Ouais, aura ça un se termine avec le plus ou... deuxième. Ça se termine avec le Ah, deuxième. bon, Oui, d'accord. parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disaient, mais 3 c'est bien aussi, mais non, ce sera 2 mais ce sera un gros tome. Et c'est prévu, je crois, pour C'est septembre ça, c'est 2022. ça, tout à fait, pour septembre 2022. D'accord. Donc c'est bon, c'est dans les clous, tu vas être prête. Oula, en tout cas j'ai rendu ma copie. Maintenant j'attends les retours de mes éditeurs pour voir justement ce qui reste et ce qui reste pas dedans. Mais voilà. Non, je suis curieuse du coup de voir comment va être reçu le 2 qui va être Mais t'as ton mot à dire quand même sur ce qui reste ou oui, ce qui oui, reste pas. j'ai Oui, quand même le mot à dire, mais oui, c'est parfois vous faire un peu des bras de fer. oui, ça c'est normal, c'est le C'est jeu, ça, c'est partout. c'est ça. Oui. Et ce que je trouve étonnant chez toi, c'est que tu t'attaques courageusement à des sujets difficiles et assez délaissés, parce que dans ton premier roman, à main nue en 2017, la jeune Sibylle est atteinte d'aptophobie, Mhm, cette peur de toucher et d'être touchée qui handicape le rapport aux autres. Et dans le bel album illustré pour enfants, La demeure du ciel, c'est sur le deuil, mhm, avec une petite fille qui perd sa grand-mère, et c'est un livre pour enfants. mhm. Qu'est-ce qui te fait t'aventurer dans ces territoires difficiles, Lorraine Safou? C'est la question que mes proches me demandent. Tu aimes sortir de ta zone de confort, Ouais, visiblement. ouais, je pense que c'est ça parce que pour la petite histoire, j'avais essayé d'écrire un autre livre pour à base de la demeure du ciel quand justement j'étais en discussion avec Ambouraki sur un projet d'album, etc. Et j'ai essayé vraiment enfin, je leur ai soumis un livre qui je pense était mignon, mais en tout cas mon éditrice m'a dit en fait que ça me ressemblait pas ou du moins que c'était pas ma plume et je me suis sentie extrêmement démasquée quand elle m'a dit ça. Donc Ah bon? Parce que tu avais essayé de ruser? ouais, j'avais essayé de ruser, c'était la première fois. J'avais essayé de ruser, de rendre une copie, un peu comme quand on rend une dissertation en retard et puis qu'on se dit bon, ça va Oui. passer. Et en fait, non, elle me connaît très bien. Bon, je me dis aussi qu'après après 2 albums jeunesse, elle a de quoi me connaître. Mais Oui, parce que c'était le chemin de comme un million de papillons noirs et le chemin de c'est Jada, ça, hein, tout à qui fait, était qui était déjà déjà. publié. Là, on est dans le même C'est format. ça, exactement. Et du Avec une autre illustratrice, mais des magnifiques dessins oui, et encore, hein. c'est son premier album jeunesse. Donc, ouais, l'artiste Oga Guillot, qui du coup a vraiment porté aussi hein, ce texte avec la poésie de ses images. Hein, parce que je pense aussi que c'est vraiment ce duo gagnant qui a permis aussi de rassurer un peu. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup. Alors, pas de la part de mon éditrice, mais vraiment aussi des libraires qui avaient un peu peur en voyant le pitch, qui se sont dit oulala. Et qui, en fait, en le lisant, on dit ah, enfin, étaient étonnés en fait de voir que
il y avait beaucoup de joie finalement dans ce livre en fait, et que c'était Mm. pas une histoire triste en fait. Mais comment vous en êtes arrivé finalement à ce... À ce, Entre le moment ah où tu as oui, été démasqué avec et ton... ben du coup je me retrouve du coup ouais démasquée et en fait je venais de perdre mon père quelques mois plus tôt et c'est ça, c'est que je me disais mais je ne peux quand même pas faire un livre sur ça en fait, sur le deuil etc. Et puis un soir ben en fait comme la plupart des histoires que j'ai écrites l'histoire a débarqué sans que je le veuille quoi. Donc je me suis réveillée en pleine nuit, j'ai pris mon ordi et là j'ai écrit d'une traite La demeure du ciel, presque à la virgule près quoi. C'est un livre, c'est un texte qui n'a pas vraiment bougé. Et vraiment, je pense aussi avec cette volonté de montrer qu'en fait le deuil, au-delà de la représentation très austère qu'on en a, c'est pas ça en fait le deuil. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est les souvenirs, c'est la famille, c'est la joie, et puis c'est surtout la manière d'en parler qui crispe tout le monde. C'est ça, que ce soit les adultes et les enfants. Enfin, j'ai aussi pu voir en fait des enfants qui ont du coup vécu aussi le deuil à hauteur d'enfants. Les enfants ont besoin de ces conversations-là. Et c'est vrai que dans l'album jeunesse, bah, je continue à aimer fournir des histoires qui soient des supports de discussion. C'est pour ça que même à la fin, quand on a des recettes pour enfants, Oui, c'est aussi pour créer des de la moments. C'est ça, citronnade. la citronnade et le petit gâteau aux poires. Bah, c'est aussi créer des moments en fait présents avec les parents, de donner justement une issue aussi à l'histoire qui ne relève pas en fait de quelque chose qui est fini, puisque c'est ça aussi le point central de l'histoire, c'est que dans le Oui. deuil en fait c'est pas juste quelqu'un qui n'est plus là, c'est vraiment en fait quelque chose qui continue avec ce qu'il nous a laissé, avec son héritage, avec sa transmission, avec la manière aussi qu'on fait de de faire en sorte qu'il soit encore là avec nous, pour cette personne absente, etc. Donc il y avait vraiment, ouais, j'ai vu cette histoire et je me suis dit, mais en fait, bon, si j'écoute vraiment mes tripes, c'est cette histoire-là qui doit sortir. Et du coup, ton éditrice, quand elle a vu arriver le sujet, elle, elle a pas regretté de t'avoir démasqué sur le Non, premier. elle m'a dit, elle a été extrêmement touchée par les textes, assez bouleversée. Et elle m'a dit, en fait, voilà, c'est ça la Lorraine Safou que je connais. Et du coup, Oui, après, qui va vraiment au fond des c'est ça choses, qui va au quoi. fond des choses. Oui. Et puis, ouais, je pense qu'elle a senti aussi. Enfin, j'essaie quand même de faire des histoires en fait avec une sincérité qui est proche du vécu et qui en fait permettent aussi aux gens d'investir eux-mêmes et de réfléchir et d'être aussi face à leur propre vécu. Donc, je pense elle a reconnu ça et elle m'a dit, alors elle m'a prévenu que ça allait être compliqué en fait de défendre un livre comme celui-ci pour moi, hein, plus que pour elle-même, parce que Kambouraki, ça a aussi pas mal de livres pour enfants qui s'attaquent à pas mal de thèmes aussi très engagés. Donc pour eux, c'était pas vraiment une prise de risque, c'est plus le fait que voilà, fallait que je me prépare à ce que ce soit un livre un peu qui rend un peu les gens frileux, quoi. Et oui, parce que moi, je me demandais, avant de le lire, comment tu avais pu aborder ça, comment réussir un tel pari. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu t'es emparé de ce sujet difficile, douloureux, pour l'alléger. Parce que justement, il y a quelque chose de léger, Mhm. quand, aussi bien avec les dessins qu'avec le texte. C'est magnifique, c'est adorable, c'est doux, c'est sensible, c'est beau. Et mais je me souviens avoir lu sur ton compte Instagram, je crois aussi, que tu étais un peu inquiète avant la sortie du livre et tu te demandais dans quoi tu t'étais embarquée avec un tel sujet. Ouais, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que quand on sort un livre pour enfants, ça veut dire aussi qu'on va rencontrer en fait des enfants et des familles autour de ce livre-là. Donc, les lectures en librairie, les ateliers en classe, aborder un thème comme ça, c'est très compliqué. Et en fait, bah, pour le coup, contrairement à mes autres albums jeunesse, je sais que lorsqu'il y a des occasions comme ça collectives d'en parler, je laisse beaucoup plus de place aux gens et aux enfants. Je guide moins hein, par des questions, des choses comme ça. Parce que Mhm. chacun a sa sensibilité. Et en fait, autant un enfant peut me dire ah bah moi aussi ma mamie, elle est, elle est au ciel, Mhm. de manière très légère. Autant c'est les adultes parfois qui vont être très gênés
parce que voilà, on n'a pas aussi cette éducation-là, de parler de ces thématiques-là en Occident et en France, sur le fait de désamorcer aussi la gêne autour de ces questions-là. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi de faire une histoire légère et de le faire à travers le personnage de Sophia, un enfant qui pose les questions en fait, qui demande en fait, mais en gros, si sa grand-mère est au ciel, est-ce qu'elle peut pas en descendre en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un ascenseur ou des escaliers, etc. Donc, euh, donc, euh, il y a toujours une appréhension quand quand je débute l'histoire de la demeure du ciel en faisant une lecture, etc. Et puis il y a toujours ce moment où les adultes sont respire comme ça, genre ah d'accord, ah ça va en fait, ah mais en fait tout se passe bien. Les épaules Ouais, retombent. les épaules retombent. C'est très intéressant d'assister à ça. Et puis ils sont même finalement au bout d'un moment émerveillés même par le fait de d'être un peu dans cet aspect un peu rêveur aussi quoi. Et souvent c'est les retours que j'ai des parents, c'est qu'ils sont contents d'avoir un livre pour aborder cette thématique là compliquée qu'ils n'auraient pas su aborder Oui. eux-mêmes et pour lesquels ils n'auraient pas forcément su avoir les mots en fait. Et j'ai réécouté notre première interview, donc en préparant Mm. celle-ci, et tu me disais que ta mère, donc te parlait beaucoup de Toni Morrison, hein, tu l'as Mhm. souvent raconté, mais quand on avait discuté, tu m'avais dit que c'était peut-être pour te dire aussi c'est possible en tant que femme noire d'avoir une grande réussite en littérature. Et je me demandais ce qu'elle avait pensé de Nos jours brûlés et de ton parcours en littérature, ta maman, avec les albums jeunesse aussi que tu as fait et tout ce chemin engagé que tu poursuis. Et d'avoir publié Nos jours brûlés chez Albin Michel aussi. Ah ouais, Comment aujourd'hui, comment... elle est extrêmement fière. Elle est extrêmement fière. Alors c'est assez marrant parce que Nos jours brûlés, ça correspond vraiment au livre qu'elle n'aime pas, les trucs fantastiques et tout. Ah oui. Du coup, elle me dit, je vais essayer quand même, etc. Mais par contre, elle le vend auprès des gens. Alors qu'elle l'a pas lu. Bref, Elle l'a pas non, lu? elle l'a pas encore lu, elle l'a pas encore fini. Mais elle le vend auprès du coup Dis-lui de ma part qu'il faut qu'elle le lise très ouais, je vite. sais, je le lui dirai. Mais en plus, elle voit l'engouement autour, du coup, c'est pour ça qu'elle m'a dit bon, peut-être que je lirai ton truc avec des elfes, alors qu'il n'y a pas d'elfes dedans. Donc, je croise les doigts, mais en tout cas, non, elle est très fière. Et puis je crois aussi qu'elle est à la fois spectatrice et un peu dépassée par ouais, toutes les histoires que je fais, quoi. Elle dit, c'est vrai que je suis assez prolifique en termes de production littéraire Oui. et du coup elle regarde ça en se disant mais j'espère que tu te reposes aussi. Oui. Donc non non elle est très fière et je pense Oui. ouais mais je pense pas qu'elle même si elle sait très bien enfin mais elle écoute mes interviews et elle Mhm. est très Ah ben on la salue voilà on la alors. salue. Elle est toujours très fière ouais, de voir mon parcours, ma trajectoire autour de mon travail et aussi de ce que je défends. Mais je crois qu'elle réalise pas à quel point en fait elle a contribué à ce que j'en arrive là en fait. Donc c'est toujours elle est très humble ma mère, très humble. Donc ouais, je pense qu'elle a beaucoup elle a beaucoup de fierté en tout Mm. cas. Et oui. Donc on va bientôt terminer. Donc quelques mots sur cette résidence d'écriture à New York. Qu'est-ce que tu vas y faire? Ça m'avait l'air bien intéressant aussi. Oui, alors en fait, donc je suis invitée par le Centre culturel du lycée français de New York qui, donc cette année, invite différents artistes pour accompagner des classes dans la réalisation d'un projet. Et donc dans mon cas, c'est la réalisation d'un livre pour enfants qui s'appelle Ellie, le masque brisé, et où en fait on va s'inspirer des civilisations africaines précoloniales pour créer en fait un récit fantastique avec 4 classes de CM2 qui va lier à la fois illustration donc texte, mais aussi qui va s'étendre sur un projet multimédia, donc avec de la musique, une animation, etc. Donc c'est un sacré chantier. Du coup, Mhm. j'aurai l'occasion d'aller à New York à la rencontre aussi de ses élèves pendant quelques jours. Mais du coup, ouais, j'étais hyper contente parce que c'était vraiment pile l'année où ils travaillent justement sur ces civilisations-là. Et donc l'occasion, à un moment où en fait je travaille sur ces thématiques-là à travers nos jours brûlés et tout ça, quoi. Oui. Donc une belle rencontre.
Et du coup, ce sont des petits Français qui sont d'une école française ou sont des petits Américains qui apprennent le Il y a français? de tout, il y a les deux. Vraiment, il y a les deux. Après, c'est vrai que aussi on a cette volonté, peut-être aussi d'aller peut-être d'organiser aussi une rencontre avec d'autres lycées en fait américains et particulièrement dans des quartiers comme le Bronx et Harlem ou des choses comme ça pour en fait prolonger l'expérience et aussi créer une rencontre quoi. Donc ce serait cool. Bon. Et ça va s'étendre sur combien de temps alors cette aventure? Alors ça commence du coup en février et du coup ça se terminera début avril. Février-mars, 2 mois? Ouais, c'est ça, 2 mois et demi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours dont on n'a pas parlé? Oui, alors j'ai une bande dessinée qui s'appelle Amour croisé qui sortira du coup au printemps. Donc je sais pas encore, je ne dis plus de date parce qu'avec tous les décalages qu'il y a eu avec avec la Oui. pandémie, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ça sera mon premier roman graphique que je fais avec Camélia Blando, que les gens connaissent sous le nom de À part entière sur Instagram, qui était un peu voilà l'endroit où je montrais un petit peu l'élaboration du projet. Du coup, je suis très très contente parce que je suis une fan de romans graphiques et que voilà, j'avais envie aussi de tester un nouveau format. Et puis voilà. Après, c'est assez pas mal chargé, hein. Donc Oui. Ok, Laura, un grand merci. merci beaucoup. Je rappelle donc le titre Nos jours brûlés, le roman de Laura Nsafou chez Albin Michel. Je vais mettre dans le texte de description du podcast le lien pour que vous puissiez l'acquérir directement sur le site des librairies indépendantes. Et puis La demeure du ciel aux éditions Cambourakis avec Olga Guillot. Et puis après, toujours, Comme un million de papillons noirs, Le chemin de Jada aux éditions Cambourakis. Voilà. Et puis vous pouvez aller sur le blog de Laura aussi sur Mrs. Roots et sur son compte Instagram pour suivre toutes ses nombreuses activités. Voilà. Un grand merci pour ce temps et toutes tes explications. C'est toujours un plaisir. Je te souhaite un bon cheminement avec le tome 2. J'ai hâte, quand je pense qu'il va falloir attendre septembre. Ça va arriver vite, promis. En tout cas, merci de m'avoir accueilli encore. Bonne continuation et j'espère peut-être à une prochaine fois. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Donc je suis ravie, on s'est recroisés. Donc en présentiel, j'espère la prochaine fois. Mais oui, avec plaisir. C'était un plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Vous pouvez retrouver So Sweet Planet sur Twitter, Facebook et Instagram. Sur Twitter et Facebook, je partage pas mal de contenu sur l'actualité des droits humains, de l'environnement, du climat. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de So Sweet Planet. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. So Sweet Planet est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.